De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 21 septembre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous tech fin de semaine. À la fois disponible en audio, vous le savez, sur rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Tout à l'heure, on va revenir sur le gros morceau de ce vendredi. C'est le jour de la sortie des nouveaux iPhones et de l'Apple Watch. On fera un point complet avec Pierre Fontaine qui nous dira s'il faut craquer pour ces nouveaux iPhones. Si vous avez un ancien iPhone, est-ce que ça vaut le coup de s'équiper avec ces nouveaux modèles? On fera le point complet, puis on parlera aussi de l'Apple Watch. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous avez aussi bien sûr le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et le club de la presse IT pour débuter avec Eric Le Bourlou qui est là. Bonjour Eric. Hello. Le rédacteur en chef, vous le savez, de 01net.com. Je le disais il y a un instant. C'est le grand jour pour la sortie des nouveaux iPhones à retrouver bien évidemment sur 01net.com avec toute une série d'articles et de dossiers sur le sujet. Notre test aussi de l'iPhone 10S et 10S Max, enfin 10S Max d'abord, qui sera disponible normalement dans les heures qui viennent. Voilà, et Pierre Fontaine qui viendra nous parler. Voilà, et Pierre Fontaine qui sera là dans ce studio pour la deuxième partie de quoi je me mêle pour nous dire un petit peu de ce qu'il pense de ces nouveaux iPhones en attendant le XR qui lui sort dans un mois, rappelons-le. Oui, c'est ça. Et c'est vrai on a hâte de le voir parce que c'est le gros morceau en fait. Oui, finalement, c'est peut-être pas le plus cher et le plus performant, mais c'est celui sans doute qui va se vendre le plus. Eric, pour débuter dans l'actu, cette annonce qui va faire plaisir à tous les fans de PlayStation, et Dieu sait s'ils sont nombreux. 1995 sortait la première PlayStation. Ouais. Qui a bouleversé le jeu vidéo, on peut le dire. Oui, qui a complètement bouleversé le jeu vidéo, parce que c'était un peu la première console à passer à la 3D, à démocratiser la 3D. On avait des graphismes. Moi, je me souviens de Ridge Racer. À l'époque, j'avais mis ça sur ma télé. J'avais l'impression d'avoir l'arcade. Oui, c'était effectivement digne des jeux d'arcade de l'époque. C'était aussi la première console qui utilisait, la première console, on va dire, à grand succès, qui utilisait le CD comme support et non plus les cartouches comme la génération précédente. Et c'est d'ailleurs assez marrant de savoir, quand on sait, les experts du jeu vidéo le savent, mais que cette console à la base devait être une extension pour la Super Nintendo. C'était un deal entre Sony et Nintendo, cette PlayStation. Et Sony devait fournir le CD-ROM, de la Super Nintendo. Et finalement, ils ont décidé de faire leur propre console et c'est devenu la PlayStation qui reste aujourd'hui la plateforme de jeux vidéo la plus populaire en matière de console. Voilà, qui est sans doute, c'est même pas sans doute, sûrement la grosse part du business aujourd'hui de Sony, le jeu vidéo. Oui, c'est une de grosses parts de leur business et c'est rentable, contrairement à d'autres activités. Sony garde encore un peu la tête sur l'eau, on va dire. Oui, au niveau consumer, en tout cas, oui, voilà. C'est clair, puisque effectivement, ce n'est pas dans les smartphones ni dans les télés qu'aujourd'hui ils font beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qui va sortir là? Sony a annoncé une nouvelle PlayStation? Oui, une nouvelle PlayStation, oui. En fait, Sony a surtout annoncé, comme beaucoup d'autres constructeurs d'ailleurs, une PlayStation classique, c'est-à-dire le remake en fait de la PlayStation originelle de 1995, qu'il va sortir là juste avant les fêtes de Noël pour la somme de 99 €. Ce qui est pas forcément donné, sachant que évidemment c'est une console complètement fermée qui disposera de 20 jeux. Avec le design exact de la plateforme de l'époque et des manettes de l'époque aussi. Et donc, à la manière de ce qu'a fait Nintendo, avec beaucoup de succès déjà depuis 2 ans, Sony lance une nouvelle version de sa vieille console. Avec effectivement 20 jeux. Alors, il n'y en a que 5 qui ont été annoncés pour l'instant, mais il y a déjà des titres dont tout le monde se rappelle. Il y a notamment Final Fantasy VII, qui avait été un énorme carton et qui a été un des jeux cultes de la PlayStation. Mais il y a aussi Ridge Racer, tu en parlais, Ridge Racer ou Tekken, qui était aussi... je crois que c'est Tekken 3. Tekken 3, qui était présent dans
sur cette console. Alors c'est amusant parce qu'on n'a pas tous les jeux. On a que les 5 jeux parmi les 20 disponibles. Les autres, c'est encore le suspense. C'est encore le suspense, effectivement. C'est-à-dire que pour mettre, forcément, il va y avoir des déçus parce que sélectionner à peine 20 jeux de la PlayStation, c'est horrible en fait. Oui, c'est vrai qu'il va sûrement avoir des déçus, comme il y avait eu des déçus quand Nintendo a lancé sa NES Classic Mini, puis sa Super NES Classic Mini il y a quelques temps. Mais on va voir ce que Sony veut entretenir un petit peu le suspense. C'est quand même intéressant de voir quand on voit les jeux là qui tournent, ces vieux jeux qui tournent désormais qui vont tourner sur cette PlayStation classique. C'est contrairement à ce qu'on a pu voir sur la Super Nintendo ou la NES, c'est que ce sont des jeux qui sont essentiellement en 3D. Et ils ont quand même pris un sacré coup de vieux. Autant on pouvait voir sur des jeux en 2D classiques, on va dire en 2D, oui. Sur Super Nintendo, sur NES. Finalement, on peut trouver que les jeux ont mieux vieilli, mais tellement les progrès en 3D ont été énormes depuis le lancement de cette PlayStation. C'est vrai que certains titres piquent un peu les yeux. Mais en fait, je pense que à la limite, là, c'est pas pour les graphismes qu'on va acheter ça, c'est pour se replonger plus de 20 ans en arrière, 24 ans, 23 ans même. C'est ça qui est assez intéressant. 99 €, tu disais, c'est pas donné parce que c'est pas donné, non. Finalement, c'est une console qui est techniquement, il y a plus, ça coûte plus rien de fabriquer une PlayStation. 20 jeux, on pourra pas mettre des jeux supplémentaires. Ça va être un truc fermé. Non. A priori non, à moins, sauf surprise, peut-être que Sony n'a pas encore tout annoncé, mais ça m'étonnerait. En tout cas, pour l'instant, c'est 20 jeux, point barre. Après, il y aura sûrement des gens qui vont s'intéresser à ces plateformes, puisque ces jeux sont certainement émulés d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Et il est possible que certains réussissent par la bande à installer d'autres jeux sur la console, comme ça s'est vu sur les versions Nintendo. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans cette logique aujourd'hui de vintage. On réécoute les vinyles, on ressort des cassettes, etc. Et on ressort les vieilles consoles de jeux. Et ça va faire un carton, ça c'est sûr. Il y a des chances. C'est pas les derniers en plus qu'on a vu. On a vu que Sega va aussi lancer une Mega Drive Mini dans quelques mois. Ils l'ont repoussé un petit peu il y a quelques jours là. Ils ont repoussé à l'année prochaine, peut-être pour s'offrir un meilleur créneau que comparé se retrouver en frontal avec la Sony, PlayStation de Sony. Sony. Qu'elle aura une prise HDMI, cette PlayStation, ça c'est cool. Et on aura du 720p d'après ce que j'ai compris. Alors je n'ai pas ce détail, mais effectivement, ce sera pas mal a priori. Mais je réitère quand même, moi là-dessus, on a beau jouer sur la nostalgie et tout, on est passé au jeu en 3D. Je pense que pour les gamins qui n'ont pas découvert tous ces jeux PlayStation originels et qui vont voir ça, ils vont peut-être être un petit peu choqués ça va piquer un peu les yeux, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en matière de jeux 3D. Voilà, on verra bien, mais effectivement, ça risque d'être un joli carton à Noël. Tiens, puisqu'on parle de graphique, là, on va passer carrément c'est exactement du vintage au top du top avec Nvidia. C'est le top du top, Voilà, parce qu'Nvidia a annoncé de nouvelles cartes graphiques. Alors on en parle. Ils ont annoncé et Aymeric Siméon vient de les tester. On vient de tester ces cartes puisqu'on les a depuis quelques jours à la rédaction. C'est le top du top de ce qui existe aujourd'hui, on est d'accord ? En matière grand public, oui. Je pense qu'on ne peut pas faire plus. Non, c'est même pas je pense, j'en suis sûr. Il n'y a pas plus puissant que cette RTX 2080 Ti. Attention, par contre, ça coûte très cher. Ça coûte plus de 1 000 €. Ça coûte, je crois, aux alentours de 1 200 € pour la 2080 Ti. Donc c'est pas fait pour jouer à Pong, clairement. Ou au jeu PlayStation. Ou au jeu PlayStation qu'on vient de voir. Quoique avec certains émulateurs mal optimisés, peut-être. Mais non, c'est une carte extrêmement puissante. Enfin, cette nouvelle génération de cartes Nvidia sont effectivement des cartes extrêmement puissantes qui valent quasiment le prix à elles toutes seules d'un PC gaming milieu de gamme quand même. Donc c'est pas rien. Et c'est des cartes qui sont clairement tournées vers le futur. C'est-à-dire que si vous achetez ça, vous avez, avec un processeur extrêmement puissant, vous avez un écran 4K pour jouer en 4K, parce que ça sert à ça aussi. Et vous vous dites, moi je veux une carte qui va pouvoir faire tourner des jeux de façon optimale dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'elle en a tellement sous le capot que, en fait, elle fera tourner de manière
parfaite les jeux qui sortiront dans 1 ou 2 ans, c'est ça ? Certainement, et aussi avec des définitions d'images qui vont être supérieures à du 1080. Il y a une vraie rupture technologique là en termes de hardware par rapport à ce qu'on il y a beaucoup de nouvelles. connaissait. Il y a beaucoup de nouvelles choses. C'est une nouvelle architecture qui s'appelle Turing et qui est assez intéressante parce que Nvidia avance sur des fronts qui étaient pour l'instant inconnus dans le monde du grand public, notamment le ray tracing, qui est une technique d'affichage, qui est très employée notamment dans les films d'animation, mais qui était très compliqué à mettre en place sur du temps réel dans des jeux jusqu'à présent. On pouvait faire des rendus en ray tracing assez facilement, c'est connu, c'est une technique qui est connue depuis très très longtemps, mais le faire en temps réel, c'est extrêmement exigeant en termes de puissance. Et là, c'est RTX, parce que c'est RTX pour Ray Tracing d'ailleurs, permettent de le faire sur certains éclairages, donc améliore l'éclairage de certains jeux. On avait montré en vidéo, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les articles d'Emeric pour vous en rendre compte, que ça rend les éclairages bien plus réalistes que ce qu'on avait précédemment grâce au Ray Tracing. Et il n'y a pas que ça. L'autre chose sur laquelle ils avancent, c'est l'intelligence artificielle. Et il y a des unités de calcul dans ces cartes qui sont spécifiques pour permettre en fait au jeu de profiter de nouvelles de l'intelligence artificielle, notamment une technique qui s'appelle le DLSS. Alors c'est assez compliqué, je vais essayer de le résumer simplement, qui permet en fait à un éditeur de jeu de donner son code à Nvidia. Nvidia va le passer dans un réseau, va le passer dans son réseau neuronal, lui faire apprendre, va en fait apprendre comment ce jeu tourne, et ensuite pour l'optimiser et pour permettre à ces cartes ensuite de l'afficher de façon plus optimale grâce à ces cœurs, et de délester aussi du coup un certain nombre de calculs des cœurs de la carte. Donc ce qui permettrait, même si on a pour l'instant très peu de jeux qui en profitent, il n'y en a même quasiment aucun, d'optimiser encore les graphismes des jeux. Donc, et puis en fait, l'intelligence artificielle, ce sera aussi demain pour d'autres choses si les développeurs s'en emparent évidemment, puisqu'on pourra avoir des ennemis plus convaincants, profiter de... Mine de rien, c'est un step important, c'est une nouvelle génération qui s'ouvre dans le graphisme. Et alors, on peut imaginer que ces cartes aujourd'hui qui sont inabordables, 1 200 €, y a pas, enfin, on peut dire que c'est un sacré cadeau de Noël. Voilà, il faut être très fortuné pour pouvoir s'en offrir une, parce que derrière, il faut acheter l'ordinateur et l'écran qui va avec, donc autant vous dire que ça va vite. Voilà, c'est la première d'une génération. On peut imaginer que très vite, on aura des déclinaisons moins onéreuses de cette nouvelle architecture technique. Exactement. Il y a d'ailleurs, ça c'est il y a une 2070 qui va arriver, qui sera un petit peu moins chère, et puis Nvidia va décliner sur des produits moins chers. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est sans doute vers là que vont les graphismes PC à l'avenir. Voilà, et puis rappelons que Nvidia a d'autres ambitions que le graphisme tout court. Rappelons qu'ils sont dans l'auto-connecté. Bien sûr, avec la même technologie de calcul massivement parallèle. Voilà, c'est la puissance de calcul en fait aujourd'hui, Nvidia. Parce que finalement, faire du graphisme et du jeu vidéo, c'est de la puissance de calcul brute qu'il faut. Il faut énormément de puissance de calcul. Et cette puissance de calcul peut servir demain à conduire une voiture tout seul. Enfin, pour résumer. Aussi, oui, tout à fait. Exactement. Eric, pour terminer, cette petite mésaventure qui est arrivée à Microsoft qui aime bien pousser un peu ses services. On l'a vu, enfin, si vous avez Windows 10, vous avez sans doute remarqué. Moi, j'avais été très, très étonné par ce petit pop-up qui m'était arrivé. Oui, votre ordinateur consomme plus qu'habituellement. Alors, vous cliquez dessus parce que vous dites, tiens, la consommation, c'est important quand même. On vous dit, votre navigateur n'est pas optimisé. Vous avez Chrome, vous devriez plutôt installer Edge, etc. Donc, voilà, on sent que Microsoft veut pousser ses produits maison et éviter la concurrence. Ils sont allés peut-être un petit peu loin ces derniers jours. Oui, ils sont allés un petit peu loin. Alors, ils sont allés un petit peu loin. C'était sur la version Insider de Windows 10, c'est-à-dire la version de test qui est destinée aux gens qui souhaitent profiter des nouvelles fonctions de Windows avant qu'elles soient officialisées, données à tout le monde. Donc cette version-là, Microsoft pousse davantage de nouveautés dessus. Bien sûr. Et regarde un petit peu le feedback des gens pour voir si au final ils vont proposer cela à tout le monde ou non. Et effectivement, sur la dernière build, enfin l'avant-dernière build du coup de Windows 10 Insider, Microsoft avait changé un comportement qui, à chaque fois que vous téléchargiez et tentiez d'installer un autre navigateur
que le leur, c'est-à-dire Chrome, Firefox, Opera, voilà, il y en a n'importe plein, lequel, Vivaldi. Vous aviez droit à un petit pop-up qui venait en gros s'afficher au moment de l'installation du logiciel. Qui indiquait qu'effectivement vous devriez plutôt utiliser Edge parce que le navigateur que vous tentez d'installer, voilà, le navigateur que vous tentez d'installer n'a pas été conçu pour Windows 10, etc., etc. Ils sont, en fait, il y a eu vraiment une énorme levée de bouclier sur les réseaux sociaux notamment contre cette pratique, puisque effectivement, qu'on pouvait désactiver par le biais d'un menu dans Windows, mais bon. Et Microsoft a assez rapidement décidé de faire marche arrière et d'arrêter cette fonction, et donc elle n'est plus proposée dans une nouvelle version de Windows 10 Insider. Mais ça montre bien effectivement que Microsoft a beaucoup de soucis avec Edge. Edge, c'est un navigateur qui est plutôt sympathique, plutôt très bien fait, qui a été fait pour Windows 10, qui est rapide, etc., mais qui ne décolle pas du tout. Qui a aujourd'hui moins d'utilisateurs d'après StatCounter que Internet Explorer, donc c'est quand même c'est pas très réjouissant. Enfin, ils sont à 2% d'utilisation quand Chrome est à 60 à peu près. Et ça doit les énerver un peu quand même. Chez Satya Nadella, ça doit aller un peu. Oui, et puis il faut bien voir que pour Microsoft, comme pour Google d'ailleurs, le navigateur est une porte d'entrée importante vers ces services, que ça leur permet d'avoir une source de revenus importante. Voilà, ça leur permet de pousser Bing, ça leur permet de pousser leurs propres services publicitaires, ça leur permet d'en savoir plus sur vous en récoltant de la donnée. Donc effectivement, une utilisation à 1%, ce n'est pas génial, et ils aimeraient bien faire avancer ça. Malheureusement pour eux, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de faire changer les habitudes des internautes. Quand on est sur Chrome et quand on est satisfait de Chrome finalement, qui est un très bon navigateur aussi. Oui, qui a ses défauts aussi. Il y a ses défauts, bien sûr. Qu'on connaît et qui sont notamment son occupation en mémoire. Mais il est très difficile de changer d'univers. C'est vrai qu'une fois que vous installez Chrome, vous loguez à Google et vous avez vos favoris qui arrivent, vos mots de passe qui sont là, etc., etc. C'est ça qui est difficile pour les gens de changer. Donc, et que Microsoft pour l'instant n'arrive pas à faire évoluer. Donc on ne sait pas où va aller Edge, parce que mine de rien, travailler comme ça sur un navigateur, c'est quelque chose qui est très très demandeur pour Microsoft, parce qu'il faut des équipes, il faut le mettre à jour très régulièrement, les technologies web évoluent très vite, et tout ça pour aujourd'hui un résultat qui n'est pas forcément brillant, quoi. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu on va dire les travers de toutes ces géants de l'internet, de l'informatique, de vouloir pousser leurs services. On voit par exemple que sur le HomePod d'Apple, vous ne pouvez pas installer Spotify. Voilà, donc ils privilégient Apple Music. Exactement. Et des exemples comme ça, on en a des millions et des millions. Ouais. Bon, alors heureusement, Microsoft n'interdit pas encore d'autres navigateurs sur Windows. Ils ont tenté de le faire avec Windows 10 S. Enfin, ça leur a coûté aussi quelques milliards au niveau de la Commission européenne, cette histoire-là. Alors c'était à l'époque aussi, à l'époque où Internet Explorer était installé par défaut, et dominant. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. C'est Chrome qui est plutôt dominant et qui écrase la concurrence. Merci beaucoup, Eric. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite de ce De quoi je me mail. On va revenir sur la grosse actu de cette journée, de ce vendredi 21 septembre. C'est la sortie des nouveaux iPhones. On en parle avec Pierre Fontaine, qui les teste depuis quelques jours et qui va nous dire lesquels valent le coup. Et surtout, si vous avez un iPhone récent, par exemple, sorti l'année dernière ou l'année d'avant, est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup d'argent pour les nouveaux ? On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.